Update, la nouvelle série de Décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est nouveau, c'est l'actu déco, ce sont des news, des zooms, des envies, bref, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine. Un focus sur une marque, un événement, une collection à ne pas rater, un concept innovant. Tous les derniers vendredis du mois, Update vous proposera 4 ou 5 interviews à la suite, à picorer, beaucoup plus courtes que d'habitude, pour ne retenir que l'essentiel. L'idée vous plaît ? Eh ben on garde ce rythme, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la très jolie collection Ressources et Éjus qui vient tout juste de sortir. Donc je suis avec Annabelle Vermont de chez Ressources et Hélène Pinault et Julien Schwartzmann du studio d'architecture Éjus. Vous les connaissez sûrement parce j'ai fait un épisode de podcast avec chacun d'entre eux. Mais peut-être que Annabelle, tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. Donc, je suis Annabelle, je suis la directrice artistique de la Maison Ressources depuis maintenant 5 ans. Je fais partie, en fait, de la famille du fondateur. C'est ma cousine qui est à la direction de l'entreprise et j'ai des cousins aussi qui y travaillent. Donc, mon métier consiste à avoir un regard sur toute la partie créative de la Maison Ressources. Donc, c'est le développement des nouvelles collections de peinture et de papier peint. J'ai d'ailleurs dessiné les collections Forestine et les collections Faune et Flore de papier peint. Je m'occupe également de tout l'aspect visuel, donc validation des visuels. J'ai un regard aussi sur tout ce qui se passe au niveau marketing. Et comme je suis de formation architecte d'intérieur, je m'occupe également de la rénovation des magasins. Voilà. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Donc nous c'est Hélène et Julien, on est architectes. On a monté notre studio, donc le studio Éjus en 2015 et on intervient essentiellement sur des rénovations d'appartements et de boutiques sur Paris. On a un univers assez minimaliste, voilà, mixant des influences japonaises et scandinaves. On travaille vraiment autour de lignes simples, des volumes minimalistes pour créer des espaces intemporels et de temps en temps aussi on fait des super collaborations comme ici avec Ressources. Ah bah alors, comment s'est passée cette collaboration ? Qui a fait signe à l'autre ? Comment est née cette collection ? De manière assez naturelle, puisque on a pris contact dans un premier temps via Instagram pour témoigner de notre goût pour les projets que Éjus faisait, leur interprétation aussi de la couleur, des matériaux. Oui, c'est vrai que Ressources a publié sur leur compte Instagram nos réalisations quand on utilisait leurs teintes. Donc voilà, on est rentré en contact de manière virtuelle comme ça au début. Et puis chez Ressources, quand on a décidé de développer cette peinture à très faible COV, on a eu envie de trouver des collaborateurs pour véhiculer aussi tout un univers coloriel. Donc ça nous tenait vraiment à cœur de s'associer avec des jeunes tout d'abord, puisque les jeunes sont particulièrement sensibles à tout ce qui est écologie. Et on avait également envie cette fois-ci de faire appel à des architectes. On a précédemment fait appel à des stylistes, des décorateurs, des créateurs, et on avait envie d'ancrer cette collection dans un répertoire de matériaux naturels, et le travail d'Éjus a particulièrement retenu notre attention, puisque vous mettez un point d'honneur vraiment à utiliser des matériaux naturels qui se patinent avec le temps et qui présentent des aspérités, des irrégularités, des effets de matière, voilà. Oui, c'est vrai que la couleur, en plus, c'est assez important dans notre travail. On part toujours d'une base blanche et puis après, on vient utiliser la couleur par touche pour souligner soit une forme ou une singularité architecturale. Donc, on l'utilise jamais gratuitement, mais c'est vraiment une utilisation réfléchie de la couleur dans l'espace. Alors, vous proposez du papier peint et de la peinture. On va commencer peut-être par la peinture. Il y a 16 teintes. Comment vous définiriez cette palette de couleurs ? Quelles ont été vos inspirations ? Alors au début, Ressources était venue vers nous pour imaginer plutôt entre 6 à 8 teintes, et puis au fur et à mesure de nos échanges et du travail, on a voulu partir sur une palette un peu plus fournie. On est vraiment parti en fait des matériaux naturels qu'on utilise au quotidien dans nos projets. On voulait vraiment retrouver par exemple pour la teinte laiton oxydé le jaune éteint typique de ce matériau, parce qu'on aime
vraiment quand il se patine et quand il se pique légèrement avec l'eau, avec le temps. Donc l'idée c'était vraiment de retrouver ces teintes singulières dans la palette et d'avoir à la fois des teintes plus douces ou des teintes plus contrastées. Voilà, c'était de faire un savant mélange de tout ça. Mais comme le dit Hélène, au départ, on était vraiment parti sur une toute petite collection, mais ils ont eu une telle imagination qu'on a eu beaucoup de mal à se restreindre à quelques teintes. C'est pour ça qu'on arrivait à 16 teintes et au final, ça permet de proposer une collection qui fonctionne de manière autonome. C'est-à-dire que on prend le nuancier sur un chantier et on peut repeindre une maison, un appartement de A à Z, puisqu'en effet, il y a tout un panel de teintes, des teintes claires, des teintes moyennes, plus foncées, froides, chaudes, qui permettent des associations et de répondre à différents goûts, différentes fonctions des pièces. Alors le nom des peintures sont assez singuliers, ce sont des matériaux. Il y a par exemple rotin tressé, faïence émaillée, velours côtelé, j'adore ce nom. Comment vous les avez trouvés ? En fait, le point de départ, c'était vraiment les matériaux qu'on aime utiliser dans nos projets. Donc, on trouvait ça hyper intéressant, en fait, d'ensuite pouvoir les retrouver même dans les noms. Et on trouvait en même temps que ça pouvait vraiment donner une identité à la collection. Donc, c'était vraiment le point de départ. Oui, en fait, on fait vraiment le lien entre l'architecture et la nature dans ces noms, puisque, comme on disait, on utilise des matériaux naturels. Donc, on a à la fois le côté architecte qui nous définit bien et le côté nature qui était important dans cette collection. Oui, et puis pour nous, ça avait vraiment son sens d'avoir des noms qui faisaient référence justement à vos matériaux, puisque notre intention, c'était de créer tout un répertoire lié à l'architecture et à la décoration. En parlant de naturel, c'est une peinture qui est très faible en COV. Annabelle, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le COV et en quoi c'est une bonne nouvelle ? Alors les COV, c'est composés organiques volatiles. En d'autres termes, ce sont des particules de solvant. Et cette famille de solvants s'évapore à l'air libre pendant le séchage de la peinture. Donc c'est depuis l'ouverture du pot de peinture jusqu'à l'application et même plusieurs jours après que la peinture soit appliquée au mur. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les poseurs, les artisans et puis même les personnes qui vont appliquer eux-mêmes et également les habitants des appartements, des maisons qui vont prendre possession des lieux très rapidement après l'application de la peinture. Et c'est une bonne nouvelle puisqu'en fait ça permet d'assainir l'air dans la maison, sachant qu'en plus la réglementation est fixée, en fait est limitée à 30 grammes de COV par litre. Et puis nous sur les deux finitions que l'on propose, le mat et le satin essentiel, on arrivait à descendre cette dose de COV à 1 gramme par litre. Oui, tu parles des finitions, c'est très important chez Ressources. Quelle est la différence et quel effet apporte l'une ou l'autre ? Alors on a la finition mat essentielle et l'autre finition satin essentiel. Donc on va d'une proposition très mate à une proposition légèrement brillante, mais c'est très léger. Donc le choix se fait de deux manières. Il y a le premier choix, c'est l'esthétique, ce que l'on recherche. Est-ce que l'on veut un mur qui rend la couleur profonde ? Auquel cas, on va partir sur le mat, puisque la lumière est absorbée par la texture et la matité de la peinture. Et si on souhaite un peu plus de nuances au niveau de la lumière et des reflets, on va partir sur le mat essentiel. Et puis le choix se fait aussi en fonction de la pièce. Par exemple, pour les pièces humides telles la salle de bain ou la cuisine, où il y a des projections d'eau, de gras, on va privilégier la finition satinée, puisqu'elle est lessivable. Pareil pour les lieux de passage où il y a des frottements, la finition satinée est plus résistante. Et on va privilégier la finition mate, par exemple pour des salons, des chambres d'adultes, ou si on a vraiment envie de valoriser une couleur et d'en faire un tableau. Et chez Ressources, vous fabriquez souvent la peinture à la commande. Est-ce que ce sera le cas aussi où il y a des pots qui existent, qui sont dispo ? On fonctionne comme habituellement, c'est-à-dire que chez Ressources, on a très peu de stock. En fait, on a un petit stock tampon qui nous permet de teinter à la demande. Donc, en effet, quand le client passe sa commande, on prend la base et on y injecte les colorants pour avoir la teinte voulue. Alors, il y a aussi donc 2 décors de papier peint. C'est comme un panoramique, mais c'est pas un panoramique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous l'avez pensé ? Alors là, l'idée, c'était d'avoir plutôt 6 formes indépendantes que chacun peut disposer comme il l'entend chez lui. Donc l'intérêt, voilà, c'est que nous, on propose des compositions pour celui qui a envie de recréer exactement le collage abstrait tel qu'on l'a imaginé. Mais l'idée, c'est que chacun peut le placer comme il l'entend,
à utiliser une seule ou que deux formes, ou les 6, et les disposer, les superposer comme il l'entend. L'idée, c'était aussi de faire écho aux 16 teintes qu'on a créées en parallèle et vraiment faire comme un complément à ces teintes, mais surtout en y ajoutant de la matérialité, des textures pour vraiment faire quelque chose de vibrant et en même temps avoir ce côté irrégulier, des découpes comme un collage et avoir vraiment ce côté hyper créatif en fait. Oui, le collage, on en avait parlé, Hélène, dans le podcast qu'on avait enregistré ensemble. C'est quelque chose qui t'est personnel, que tu fais comme un loisir, et là, tu l'as retranscrit en grand format, en fait. Comment t'as travaillé ? Alors, moi, j'ai vraiment travaillé comme j'ai l'habitude. C'est, comme tu disais, un hobby que j'avais. Et là, l'idée, c'était de retranscrire le collage à petite échelle, mais sur un mur. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Ressources a imaginé vraiment un petit guide pédagogique pour que chacun puisse découper les formes à petite échelle et puisse tester les compositions chez lui avant de l'appliquer au mur pour que chacun ait sa composition personnelle et son propre paysage abstrait chez lui. Oui, en fait, vous proposez 2 décors, mais chacun peut imaginer le décor qu'il souhaite. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça l'intérêt. Et je pense qu'on a hâte justement de voir comment les gens vont pouvoir réinterpréter les décors chez eux, parce que l'idée, voilà, il y a 6 formes, on peut toutes les utiliser et déjà faire des compositions très différentes, mais aussi en utiliser que certaines pour souligner, par exemple, une tête de lit ou un élément architectural. Donc, on a vraiment hâte de voir comment les gens vont pouvoir se l'approprier. Alors, chez Ressources, vous avez l'habitude du papier peint et notamment des techniques ancestrales. Comment ça s'est passé là ? Parce que c'était un exercice différent et nouveau pour vous ? Exactement, c'est une nouveauté totale chez Ressources et c'est ce qui nous a plu. C'est notre goût de l'expérimentation et toujours aller dans quelque chose de créatif. On connaît le papier peint, on le maîtrise bien, on fait des laits, on fait des rouleaux, mais on voulait aller plus loin. Et à l'atelier, on a un tas de machines, imprimantes, découpeuses, plotteurs de découpe. Et on a imaginé, justement, même avant de rencontrer Eju, un jour proposer des formes découpées que l'on pourrait disposer à la convenance de chacun sur le mur. Et puis, en effet, Hélène, j'avais vu ton travail via Hortense, ton travail de découpage. Et voilà, on s'est dit, mais c'est ça l'idée, en fait. Il faut reproduire ce collage, ta créativité à grande échelle et aussi donner la possibilité aux clients de s'amuser et de s'approprier le décor. Sur la peinture ou même le décor, quel est votre chouchou ? Quelles sont les teintes qui vont bien ensemble ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la palette, on l'a vraiment imaginée comme quelque chose de complet, vraiment en ayant en tête les associations justement qu'on pourrait imaginer, parce que je pense que c'est notre déformation professionnelle. Donc, pour nous, elles vont toutes assez bien ensemble. Après, ça dépend vraiment de l'effet qu'on veut créer chez soi. Si on veut plutôt de teintes douces ou plutôt quelque chose de plus contrasté, tout est vraiment possible. C'était une volonté de notre part d'avoir différents types de teintes foncées, claires, chaud, froid, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors c'est vrai que c'est dur de choisir parce qu'on aime vraiment toutes les teintes, mais si on devait en retenir une, je dirais peut-être la teinte Être savonné, qui est vraiment un rose doux et subtil qui nous fait un peu, depuis nos débuts, on s'est fait un peu connaître aussi via cette couleur, et donc on avait vraiment à cœur de la retrouver dans cette palette. Et en fait le nom de cette teinte vient, en fait ça fait écho à la technique qui est typiquement scandinave, qui consiste à imprégner le bois de hêtre, qui est naturellement rosé, d'un savon végétal qui apporte une grande douceur au toucher et en même temps un voile un peu blanc et qui est très, très beau. Pour ma part, j'aime beaucoup la teinte marbre Kalakata. Je trouve que c'est la teinte la plus originale de la palette. C'est un mauve assez rehaussé, légèrement grisé. Une teinte qui paraît évidente, mais qui est très originale. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette gamme, c'est ces tons, en fait, qui sont rabattus. C'est-à-dire qu'on est dans la couleur, on peut oser la couleur, mais tout en nuances, puisque il y a à chaque fois la tonalité est légèrement descendue au niveau de la teinte, en y ajoutant du terre d'ombre, des couleurs qui vont un petit peu, pas contrarier la couleur originale, mais en tout cas atténuer la couleur forte. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours pour trouver exactement la teinte précise que l'on voulait retrouver par rapport aux matériaux naturels, et que voilà, ça reste très doux et très atténué, comme tu dis, pour avoir l'effet du matériau qui est un petit peu passé.
Le papier peint, on est d'accord qu'on peut le poser soi-même assez facilement et j'imagine que ça fait écho aussi. Je vous ai pas demandé tout à l'heure quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette collaboration, mais c'est vrai que depuis un an, on vit dans des conditions un peu particulières chez soi. Donc en fait, vous tombez à pic avec ce décor qu'on peut créer chez soi soi-même. Exactement. En fait, on voulait quelque chose de spontané, à l'image de la manière dont Hélène travaille. Donc, on est parti sur du papier peint pré-encollé, c'est-à-dire que sur la face arrière du papier peint, le papier est enduit de colle qui est séché et que l'on ravive après avec de l'eau, avec un spray et une éponge. Donc, c'est assez ludique aussi à poser. On peut tracer des petits traits pour visualiser où est-ce qu'on va poser les formes. On peut aussi faire ça de manière très spontanée. L'idée, c'était vraiment de recréer l'activité du collage qui est presque méditative et très calme, vraiment pour se recentrer sur la couleur et la forme et vraiment se laisser aller. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci, au revoir. Merci Hortense. Merci beaucoup. Merci. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Aujourd'hui, je rencontre Marie Vaillant, la cofondatrice de Yemanja, un cabinet d'architecture spécialisé dans l'aménagement de bureaux. Un vrai sujet à l'heure où la vie d'entreprise est bousculée par une crise sans précédent. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, pourquoi se spécialiser dans l'aménagement du bureau, en fait? Comment t'es venue l'idée à l'origine du projet? Par hasard, comme sans doute beaucoup de choses dans la vie, moi j'étais directrice administrative et financière d'une start-up de la tech pendant plusieurs années. On a déménagé plusieurs fois. Et puis, on a fait un déménagement emblématique parce qu'on passait de Levallois à la gare Saint-Lazare avec donc un gros investissement pour l'entreprise. Et donc, je m'en occupais naturellement. Je m'étais occupée de tous les déménagements, comme le font beaucoup de CFO dans les petites boîtes. On était quand même 120. Et donc, j'avais tout organisé avec un contractant général et un architecte. Ça se passait très bien. Puis mon directeur général m'a dit « il faudrait que tu parles à ces deux personnes, ils ont des idées. » Moi, j'étais un peu sceptique parce que si tout le monde donne son avis sur l'aménagement du bureau, ça allait être très pénible. Et donc, ils sont arrivés et là, ils avaient fait tout un concept, toute une présentation pour me convaincre. Et donc, j'ai dit « Ok, on va faire quelque chose, on va sortir les architectes et on va faire tout ce que vous avez dit. » Et en fait, nous, en interne, on va dire, designé le bureau avec nos mains. On s'est beaucoup amusé. Et ce projet a eu un succès immense en interne. Toute l'équipe était vraiment enchantée. On l'avait fait en mode surprise. Le jour du déménagement, c'était incroyable. Beaucoup de bonheur. Super stimulant sur le plan RH. J'étais aussi en charge des RH. Et puis aussi en externe, il y a beaucoup de communication sur nos bureaux à la gare Saint-Lazare. C'était vraiment, ça avait marqué les esprits à l'époque. C'était quand même il y a plus de 5 ans. Et voilà, on s'était bien amusé. Après, quand je suis partie de cette entreprise, pour des raisons qui n'ont rien à voir, j'avais prévu de faire d'autres choses. Et il y a un ami qui nous a appelés. Il était dans une autre start-up de la tech et il nous a dit « Oh, on a déménagé, mais c'est tout triste. Il faudrait que vous veniez voir. » Alors, on est allé voir pour s'amuser. Et puis, ils nous ont donné le projet et on a créé l'entreprise. Voilà, ça, c'est l'histoire. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'aménagement de bureau, c'est un métier qui a été créé par les agents immobiliers, par les gens du BTP, donc en raisonnant vraiment finance et technique. Alors que nous, notre projet qu'on avait fait en interne et ce qu'on avait envie de faire après, c'était vraiment des projets humains. Parce que le bureau, il doit fonctionner, donc il faut qu'il y ait le Wi-Fi et des chaises confortables. Mais ce qui va vraiment faire qu'il est utile à l'entreprise et aux équipes, c'est qu'on s'y sent bien. Et pour ça, il faut surtout travailler sur les enjeux humains du projet. Donc c'est ça votre signature. Donc qu'est-ce que tu recommandes comme type de bureau? Quel est cet aménagement qui a fait le succès justement et ce que tu préconises? Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'essayer d'écouter la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas copier une recette d'un bureau à un autre et c'est trop dommage de faire quelque chose de neutre parce que si c'est avec pas beaucoup de budget en plus, on peut faire quelque chose qui porte un message et donc c'est vraiment dommage de s'en passer. Le retour sur un investissement d'un aménagement de bureau, c'est des recrutements qui sont facilités, des équipes qui sont plus heureuses de venir au travail, qui sont plus créatives, qui ont tous les outils pour travailler. Donc nous, ce qu'on recommande,
c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, de quoi elle a besoin, de quoi ont besoin les équipes, et du coup de s'adapter à ça et d'aller à fond dans une histoire qu'on raconte, dans un message qu'on délivre. Alors c'est quoi de bons bureaux ? Qu'est-ce qu'il faut pour bien travailler ? Bon, il faut un poste de travail confortable. Aujourd'hui, ça me dérange un peu de commencer par ça parce que nous, on pense que c'est un aspect technique du bureau, donc c'est pas ce qui nous anime le plus. Mais pour avoir un bon bureau, il faut quand même être bien assis avec une table de travail suffisamment grande, de la lumière, de la ventilation, tous ces aspects techniques. Il faut que ce soit... Nous, on travaille beaucoup, donc on fait le space planning, et donc on fait en sorte que la circulation de l'information, elle soit facilitée. Et pour nous, un bon bureau, il a nécessairement ce que l'on va appeler un espace équipe, que parfois des gens appellent la cuisine ou la cafette, enfin, ce grand espace. Et nous, si on donne un seul conseil à nos clients, c'est ne mettez pas de machine à café ailleurs que dans l'espace équipe. C'est vrai que s'il y a un espace équipe qui fonctionne, les gens vont s'y croiser tous les matins, tous les midis, tous les soirs, et il va forcément en être des choses intéressantes pour les équipes et pour l'entreprise. Voilà. Après, bien sûr, il faut suffisamment de salles de réunion, suffisamment de coins pour s'isoler, travailler au calme. Il y a beaucoup de contraintes. Vous êtes pro décloisonnement de l'espace. Qu'est-ce que ça apporte, ces grands espaces ouverts, justement ? Alors, décloisonnement, ça ne veut pas forcément dire grand, donc des espaces ouverts, mais l'open space, parfois, il fait peur à des personnes parce qu'on s'imagine un grand open space avec 30 personnes alignées. C'est pas forcément ça l'open space, en tout cas, quand c'est ça, c'est pas bien. La première idée du décloisonnement, elle est un peu violente pour certains managers, mais c'est de dire que c'est quand même intéressant que le management soit avec les équipes. Donc ça, c'est plus une conviction personnelle et tous nos clients ne sont pas vraiment d'accord avec ça forcément. Mais c'est vrai qu'en décloisonnant, on casse la hiérarchie et on permet que la communication verticale, qu'elle soit de haut en bas ou du bas vers le haut, soit quand même plus fluide, plus agréable. Donc ça, c'est un peu un principe de base. Bien sûr, on a quand même des clients qui nous demandent des bureaux de direction parce qu'ils en ont besoin pour leur fonctionnement et on respecte ça. Mais l'idée générale du décloisonnement, c'est ça, de ne pas créer une hiérarchie entre les gens avec celui qui a un très grand bureau fermé, celui qui a un petit bureau fermé, celui qui a un bureau fermé pour deux et puis celui qui est dans l'open space, d'essayer d'être un peu plus homogène. Et après, l'idée du décloisonnement, c'est vraiment le partage des idées, la créativité, le partage de l'information. C'est-à-dire que même si vous êtes une petite équipe administrative, par exemple, vous êtes 8 dans le même bureau et le DAF est assis dans le même bureau, on s'aperçoit que c'est hyper utile que la comptable ait un petit peu une oreille sur ce qui se passe au niveau du recrutement, que le juriste soit au courant de la situation financière de l'entreprise. Normalement, on devient plus intelligent, on peut trouver des solutions ensemble. En tout cas, c'est l'idée du décloisonnement. Et c'est pas gênant pour la concentration ? Alors, un open space, pour moi, il ne doit pas être trop grand. Donc 12, c'est très très bien, et si on peut ne pas aller au-delà, c'est mieux. Et après, il doit être bien sûr accompagné d'un maximum de salles fermées. Donc en fait, l'open space ne fait pas vraiment gagner des mètres carrés. Alors s'il fait gagner des mètres carrés, parce que si vous avez 10 bureaux de direction, ça prend énormément de place. Mais il faut absolument à proximité de l'open space, en accès direct, des salles de réunion pour 2-3 personnes et des cabines de call pour s'isoler. Et après, il faut que si le bureau a d'autres espaces, comme par exemple l'espace équipe dont je parlais, mais ça peut être d'autres espaces, des zones de travail au calme, ou d'autres espaces plus chill, comme on dit, des petits coins salons. On peut aussi sortir de l'open space et s'y installer 1 heure ou 2 pour faire un travail de concentration. Mais oui, si vous êtes en open space, c'est vraiment pas idéal si vous devez vous concentrer 2 ou 3 heures pour faire un tableau Excel ou une rédaction. Ça, c'est sûr. Les espaces chill, justement, dont tu parles, c'est aussi une question un peu de confiance. Il faut quand même le manager. Donc, j'imagine que vos clients ont un certain profil parce que c'est pas donné à tout le monde de laisser cette liberté de se dire ils sont dans le canapé avec leurs ordi. Est-ce qu'ils bossent ? Est-ce qu'ils se racontent leur soirée ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tu as tout à fait raison. Et j'ai pas envie de dire oui, nos clients ont un certain profil parce que nous, on a envie de servir tout type d'entreprise. Et d'ailleurs, en général, on a beaucoup de valeur ajoutée dans les entreprises qui sont plus traditionnelles, plus conventionnelles, justement, parce qu'on leur apporte cette idée-là. Mais en effet, tu as raison, nos clients viennent nous chercher parce qu'ils ont déjà une certaine vision du fonctionnement de l'entreprise,
de l'importance du bien-être au travail et qui sont prêts à ça. Si une entreprise est très hiérarchisée et un peu hostile à l'idée que le bien-être au travail est intéressant pour l'entreprise, en général, il ne va pas vraiment faire appel à Yemanja parce qu'on ne va pas forcément bien se comprendre. En fait, c'est très rapide. Si vous voyez que les gens vont dans le canapé et qu'ils rigolent, normalement, au bout d'un moment, vous êtes content. C'est-à-dire qu'il y a une bonne entreprise, une bonne ambiance dans votre entreprise, que les gens vont être contents de venir. Et puis peut-être que en fait, vous vous apercevez que les gens du marketing se mettent à parler avec les développeurs. Et là, c'est encore un bonus. Et puis, oui, normalement... globalement, les gens, ils viennent pour faire leur travail. Et nous, quand on met un canapé, quelle que soit l'entreprise, il est vraiment utilisé dans les 5 minutes qui suivent. C'est assez chouette. Ouais, assez vérifié. Alors, l'actualité, elle est plutôt home office. Comment s'est passée votre année ? L'année 2020, c'était une année un peu triste, comme pour tout le monde, ça c'est sûr. En plus, chez Yemanja, pour l'équipe Yemanja, nous sommes de grands adeptes du bureau et de nous retrouver au bureau. On a quand même plusieurs personnes qui vivent seules, c'était un peu la déprime générale de se voir que derrière des écrans. Mais au-delà de ça, on a quand même fait des chantiers chez nos clients, des clients qui étaient optimistes sur l'issue de la crise et qui ont profité que leur bureau soit vide pour nous faire travailler. Et surtout, après la crise, après la crise, on va dire, après le grand confinement, quand les gens commencent à revenir au bureau, je dirais à partir de octobre, et encore maintenant, on nous appelle vraiment beaucoup parce que les entreprises ont pris des décisions justement en matière de démocratisation du télétravail, en matière d'investissement immobilier. Et donc, on a aujourd'hui pas mal de clients qui vont réduire leur surface et qui du coup se posent des questions de qu'est-ce que je fais dans mes bureaux, à quoi servent mes bureaux. Et il y a plein de situations différentes. Il y a des entreprises qui ont vraiment besoin que leurs équipes reviennent et les équipes n'ont pas envie parce qu'elles sont inquiètes ou pour plein d'autres raisons, parce qu'elles ont pris goût au télétravail et qu'elles ont perdu le goût du bureau. Donc c'est comment je fais revenir mes équipes au bureau. Il y en a qui sont plus sur des problématiques vraiment purement organisationnelles et presque sanitaires, de comment j'ai besoin que les gens viennent au bureau ou les gens veulent venir au bureau, mais comment je dois organiser ça. Donc c'est hyper intéressant parce que les tendances sur le télétravail, le flex office, donc ce bureau n'a pas de poste attitré, c'est des tendances qui existent depuis longtemps, mais qui allaient doucement. Et je sais que même moi, il n'y a pas si longtemps, je me souviens d'avoir, pas chez Yemanja, quand même dans une vie antérieure, refusé à des gens du télétravail, justement pour ces raisons de confiance dont on parlait pour le canapé. Et là, ça y est, tout le monde a compris qu'en télétravail, les gens bossent et même qu'ils bossent super bien. Et donc même des entreprises conventionnelles ont fait le pas. Déjà, tout le monde s'est équipé et puis tout le monde est OK pour que les gens travaillent de chez eux. Et donc, nous, on a vraiment quelque chose à apporter maintenant. On est super pertinent. C'est hyper excitant même de discuter avec des entreprises qui se posent plein de questions sur qu'est-ce que je fais au bureau. C'est un vrai sujet, en fait. Ouais, c'est devenu vraiment un sujet qui intéresse toutes les entreprises. Et nous, on est hyper armés pour répondre. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous avez déjà réalisé à peu près 120 bureaux. Est-ce qu'il y a une demande commune ? Oui, je dirais que tout le monde, les clients qui viennent nous chercher, souvent ont envie que leur bureau soit unique. Le sujet du recrutement et de la marque employeur fait que la plupart de nos clients ont envie d'un petit effet waouh ou d'un petit espace instagrammable, comme on dit. On travaille avec tous nos clients sur un univers qui leur est propre. Et après, c'est plus ou moins poussé. C'est-à-dire que dans ce que nous on appelle l'univers, c'est un fil rouge, on va dire, qu'on utilise pour personnaliser le bureau. On a des clients qui vont y aller à fond, donc même dans le gadget, dans des clins d'œil partout. Il y en a chez qui ça va être plus discret, ils cherchent quelque chose de plus élégant. Mais je pense que tous nos aménagements de bureau racontent une histoire et je dirais que c'est ça le point commun. Après, sur les demandes techniques, toujours plus de salles de réunion, toujours plus de phone box. Voilà, ça c'est... Toutes les entreprises ont besoin de ça. C'est un travail d'architecture d'intérieur classique. Vous intervenez sur quoi exactement ?
Oui, alors on a un positionnement nous, qui est très large, mais nous sommes architectes. On est assuré, par exemple, en tant qu'architecte, mais aussi en tant que contractant général, parce qu'on réalise les travaux. Donc oui, on travaille comme des architectes d'intérieur, spécialisés dans l'aménagement de bureaux. Donc ça veut dire qu'on prend un brief. Si on reste vraiment sur la technique du métier, on prend un brief technique avec le nombre de postes, le nombre de prises RJ45 par poste, la taille des réunions, et on fait du space planning, donc on dessine un plan d'implantation, on fait une consultation pour les travaux, on fait le suivi de chantier, et on installe les équipes. Ça, c'est vraiment un métier, oui, d'architecte. Après, la particularité d'Yemanja, c'est qu'elle a été créée par des personnes qui ne sont pas des architectes, comme moi, par exemple. Donc, ça en dit long sur la manière dont on voit ce métier. Bien sûr, là, énormément de respect pour le métier d'architecte et la plupart de nos chefs de projet sont diplômés en architecture d'intérieur. Mais c'est vrai qu'on trouve intéressant, encore une fois, d'avoir une approche humaine et de ne pas avoir une approche, enfin, d'être capable de s'affranchir des contraintes architecturales, en tout cas au début, quand on parle avec le client de quoi il a besoin, de s'affranchir un peu des réflexes architectes. Mais sinon, oui, on fait un vrai travail d'architecture avec notre client. On lui soumet des plans, il les corrige. Et vous faites la déco aussi, l'aménagement ? Et après, on fait donc les travaux de seconde œuvre, le mobilier, et on fait beaucoup de personnalisation. Alors, nous, on parle pas beaucoup de déco. En tout cas, quand on en parle, c'est pour expliquer à nos clients que plutôt que de faire de la déco, on va faire de la personnalisation. C'est une manière, je souris, mais c'est une manière d'expliquer que nous, notre savoir-faire, c'est pas forcément le design, qu'on n'a pas une signature et des idées arrêtées sur qu'est-ce qui est beau. Par contre, oui, on va à fond dans la personnalisation, la décoration. C'est-à-dire que nous, on va jamais faire une salle de réunion où tous les murs sont blancs. Enfin, ou alors, c'est un concept, le sol est blanc, la table aussi, je sais pas. Donc, une fois que j'ai dit ça, tous les moyens sont bons. Donc, le papier peint, la couleur, les suspensions lumineuses, les petits coussins, le sur-mesure, un habillage en bois. On fait des pergolas, des terrasses, des cabanes, des balançoires. Donc, oui, on fait tout ce qui va venir habiller le bureau. Et notre objectif, c'est de faire quelque chose d'efficace sur le plan de l'implantation, des travaux de seconde œuvre, le poste de travail. Et après, par contre, de vraiment garder suffisamment d'énergie, de temps et de budget pour donner du sens à cet aménagement, que ça dise quelque chose aux équipes. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou ? Tu parles d'une balançoire, par exemple. Bon, c'est pas dingo, mais c'est quand même sympa d'avoir une balançoire dans ses bureaux. Alors, c'est intéressant parce que c'est une question dont on discute souvent en interne, où parfois les bricoleurs... Chez Yemanja, on a une équipe qu'on appelle les bricoleurs, donc c'est des gens qui savent tout faire, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, et donc qui réalisent, on va dire, la partie sur mesure et qui nous aident dans toute cette partie habillage. Et parfois, ils disent « Oh, on fait toujours la même chose, ça fait mon 20e claustrat en bois, j'en ai marre. » Donc on parle souvent de ça, de qu'est-ce qu'on peut faire de fou. Et puis comme j'ai dit aussi, nos clients ils veulent quelque chose d'unique. Donc déjà c'est de plus en plus gros, j'ai l'impression, ce qu'on réalise. On peut faire des gradins de 4 ou 5 niveaux, donc ça devient des structures qui sont plus grandes que nous, donc ça, moi, ça m'impressionne un peu. Et après, je dirais que ce qu'on a fait de plus fou, c'est d'aller à fond. Je pense à un projet. Je m'étais dit que j'avais pas cité de projet, mais je pense au projet d'Ataïku, où en fait on est tombé sur une équipe qui est, je crois, encore plus motivée que nous par la personnalisation, l'histoire et les clins d'œil. Et voilà, ils nous ont fait faire une cabane de Hobbit, et nous on avait fait une très jolie cabane, un peu esthétique quand même, et ils ont dit mais ça ressemble pas du tout à une cabane de Hobbit, il faut absolument la recouvrir de mousse. Je te coupe. La cabane du Hobbit, c'est une référence. Donc on est dans la culture pop et geek. Donc là, on est dans le Seigneur des Anneaux. Je pense que j'étais pas la plus à même sur ces sujets-là, mais j'avais dans l'équipe des gens qui étaient à fond dans cette culture pop et geek. Beaucoup de jeux de mots, c'est très chouette. Il y a aussi plein de références cinématographiques, musicales, incroyables.
Et donc tout ça pour dire que la cabane de Hobbit, il faut que tu tapes cabane de Hobbit dans Google, elle doit être recouverte de mousse. Donc nous, notre belle cabane, on l'a tout recouvert de mousse pour que ça fasse plus cabane de Hobbit. On s'amuse bien. Sympa. Tu parlais de l'équipe, vous êtes combien et c'est quel type de métier? Alors chez Yemanja, on est 20 et il y a 2 rôles principalement. Maintenant, on a un responsable administratif et financier. Et puis aussi, Quentin et moi, petit à petit, on prend un rôle un peu différent. Mais sinon, il y a 2 rôles. Il y a le rôle de chef de projet et de bricoleur. Donc, on a 12 chefs de projet. Donc, les chefs de projet sont souvent des architectes d'intérieur. Et ils réalisent avec le client les projets de A à Z, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils font l'avant-vente, la vente, la prise de brief, le space planning, le concept, donc l'univers, l'histoire qu'on raconte, le suivi de chantier, mobilier, habillage, jusqu'à la livraison. Et l'équipe de bricoleurs, ils interviennent à partir du moment où on lance le chantier, ils suivent les travaux et après, eux, ils réalisent tout le sur-mesure et tout l'habillage et toute la finition en fait du chantier pour qu'on le rende. Et là, on a des profils très très variés. Voilà, c'est des gens qui ont fait du décor de cinéma ou menuisiers autodidactes ou mécanos reconvertis dans la métallurgie. Enfin, c'est très très varié au niveau des bricoleurs. Mais au niveau des chefs de projet aussi, on a beaucoup de reconversions parce qu'on essaye d'éviter la pensée trop uniforme, justement pour toujours trouver des idées neuves. Super, merci beaucoup Marie. Non, merci à toi. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Vous vous souvenez des affiches un peu rétro qu'on voyait dans les salles de classe et qui permettent d'apprendre les tables de multiplication ou les départements? C'est le concept des jolies planches créé par Isabelle Diacono et qui présente en ce début d'année plein de nouveautés. Bonjour Isabelle. Bonjour Hortense. Alors, est-ce que cette présentation est juste? Est-ce que tes planches sont inspirées de celles de notre enfance? Oui. En tout cas pour notre génération, parce que malheureusement, ça s'est perdu rapidement ensuite. De manière émotionnelle, on se rappelle tous des cartes que la maîtresse accrochait sur les petits crochets avec les œillets. D'un point de vue d'apprentissage, on a tous rêvassé des heures et on se rappelle très bien où sont les rivières, les montagnes. Et c'est ce qui m'a inspirée pour remettre ça au goût du jour. Comment t'es venue l'idée, en fait, de créer cette marque? Alors, c'est paradoxal, parce que c'est après 16 ans de carrière dans le digital, à développer des plateformes et des services digitaux pour permettre d'accéder à l'information où que l'on soit. Je me suis aperçue qu'on avait beaucoup trop d'informations, on y accède très rapidement, et ça, c'est génial, mais on ne retient plus rien à long terme. Et on est très isolé finalement, on rentre sa petite requête dans Google ou dans d'autres plateformes et on n'a plus cette observation qu'on peut avoir, cette discussion sur ce qu'on observe. Et j'ai trouvé que c'était dommage. J'ai voulu rétablir en fait un complément par rapport à tous ces progrès qu'on a d'accès à l'information et de repermettre aux gens d'observer, de partager et de mémoriser à plus long terme plein de sujets différents. Oui, parce qu'aujourd'hui, on apprend plutôt sur des écrans, tout ce temps à se digitaliser. Donc toi, tu avais envie de prendre un peu le contre-pied de ça? Oui, alors le contre-pied, je vois plutôt comme un complément. Participer au rétablissement d'une certaine balance entre l'accès immédiat à l'information grâce au digital et puis l'observation plus lente de choses intéressantes à découvrir différemment. Et un aspect important aussi, je trouve, de complément au digital, et c'est très basé sur les dernières découvertes en neurosciences, la mémorisation à long terme a lieu, le process de mémorisation à long terme a lieu quand on observe plusieurs fois la même chose, entre 5 et 8 fois, et surtout quand il y a une interaction sociale, un partage en face d'un contenu ou d'une image. Cette interaction sociale fait que on apprend et on retient beaucoup mieux. Et c'est l'idée derrière ces planches. Elles sont sur un mur, elles ne bougent pas. On passe devant, on discute, on repart, mais on retient. Alors, présente-nous un peu, tu as des planisphères, des abécédaires, des cartes de vin. Combien tu as de modèles? Alors, ça fait maintenant 3 ans que j'ai lancé les jolies planches. On a maintenant une 50aine de modèles qui couvrent des thèmes très, très différents. Au départ, c'était essentiellement axé sur l'apprentissage des enfants.
Et puis après, je me suis aperçue que ça plaisait beaucoup aux adultes et je me suis amusée à développer des contenus que les adultes pouvaient également prendre plaisir à partager et à accrocher chez eux. Oui, parce que comment tu choisis les thèmes ? C'est quoi quelles sont tes inspirations ? Alors, les inspirations sont venues vraiment pour accompagner l'apprentissage académique. Ma première planche était une planche d'histoire de France. J'en cherchais une pour mes enfants, pour qu'ils puissent remettre dans le contexte de l'histoire les personnages, les événements clés. Et puis, avoir plaisir à regarder régulièrement et à apprendre à chaque fois quelque chose de nouveau. Et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des choses super moches ou des choses très peu synthétiques qui noyaient l'information et qui permettaient pas de retenir vraiment les choses de manière simple et ludique. Et puis, après, évidemment, j'ai développé la partie géographie, la partie multiplication, conjugaison. Donc ça, c'est pour la partie académique. Et derrière, j'ai toujours eu envie de développer de manière engagée des thématiques fortes, comme l'égalité homme-femme, participer à montrer aux petites filles qu'il y a plein d'audacieuses qui ont réussi depuis l'Antiquité à des choses extraordinaires rien qu'en osant. Et donc raconter ces histoires à travers une planche, une galerie des audacieuses. Et un aspect très fort aussi qui est important, qui est de protéger la planète en apprenant et en comprenant la nature. Et donc il y a toute une série de planches qui présentent la nature sous ses différents aspects. Redécouvrir les feuilles des arbres et du coup deviner quels sont les arbres associés. Les fleurs, les fruits, les légumes de saison aussi. Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de pêche en janvier ? Parce que, tout simplement, c'est pas la saison. Et c'est important, je trouve, pour même les grands, d'apprendre ce genre de sujet de manière ludique et colorée. C'est très difficile de s'arrêter, en fait. Il y a toujours des choses, il y a toujours des sujets que j'aimerais traiter. Et une des prochaines parutions, ce sera une réédition des cartes Vidal-Lablache. On en a déjà réédité une qui cartonne, parce que les collectionneurs maintenant n'en trouvent plus, ou très peu, ou alors très abîmés. Et là, on va sortir au mois d'avril probablement 5 nouvelles planches Vidal-Lablache qui sont déjà magnifiques et qui traitent plutôt de cartes géographiques sur différentes parties du monde. Et pour ceux qui ne connaissent pas Vidal-Lablache, tu peux nous faire un petit... Oui, alors Vidal-Lablache, c'est l'auteur des cartes scolaires de notre enfance qu'on retrouvait accrochées au tableau. Au tableau. Voilà, c'est celles qui étaient en toile plastifiée et qui m'ont beaucoup inspirée quand j'ai cherché le matériau de départ des planches. Oui, parce qu'en fait, on ne les a pas encore décrites, mais comme ce sont des auditeurs, ils ne voient pas forcément, ils iront voir évidemment. Mais à quoi ça ressemble ? C'est une grande, on dit planche, mais en fait, ça ressemble comme une affiche un peu rétro. C'est ça, c'est une affiche toujours d'inspiration un peu rétro pour ce côté Madeleine de Proust qui touche beaucoup les gens. Et puis pour ces souvenirs d'apprentissage qu'on avait petits. Et j'ai donné cette notion de planche plutôt que d'affiche parce qu'il y a ce côté plus scientifique. Où on apprend plus que purement décoratif. Oui, parce que pour le contenu, les informations pédagogiques, comment tu travailles par exemple les affiches sur l'histoire de France ou les dinosaures ? D'où te viennent les connaissances ? Alors, j'ai aucun doctorat dans aucun sujet, malheureusement. Mais pour l'histoire de France, par exemple, j'ai travaillé le soir en faisant une synthèse de 3-4 bouquins d'histoire de France, essayer d'en tirer l'essence et une vision synthétique qui permettait, en accord avec le programme scolaire, avec les périodes différentes étudiées, d'établir cette synthèse ludique et d'établir une balance entre les personnages, les événements, et puis également remettre des éléments scientifiques qui ont participé au progrès de l'histoire. Derrière, ça a été évidemment revu par un docteur en histoire, parce que on n'est pas à l'abri de faire des boulettes ou d'une coquille. Et puis, la planche des dinosaures, là, c'est pareil. J'ai fait une synthèse de plusieurs livres sur les dinosaures. J'ai pas mal échangé aussi avec des enfants. Donc, j'ai des focus group de parents et des focus group d'enfants pour vraiment sentir ce qui leur plaît de voir et de découvrir. Et à la fin, évidemment, j'ai travaillé avec un paléontologue du musée d'histoire naturelle à Paris qui m'a aidé à bien vérifier le côté scientifique de la planche. Donc c'est un peu un télo, tes planches ? C'est un télo et déco, évidemment. Ouais, tout à fait. Et qui les dessine, les imagine ? Parce qu'il faut qu'elles soient à la fois instructives, jolies, on vient de le dire, qu'elles plaisent aux petits et aux grands, et elles surfent sur le côté rétro et actuel. Comment tu avances ? Alors, je les ai en tête.
souvent. À force de travailler sur le contenu, j'ai une vision assez précise de ce que je souhaite mettre en place. Les focus group aident évidemment à affiner cette vision. Et derrière, je travaille avec un groupe d'illustrateurs français qui ont chacun un style différent. Du coup, selon les planches, je fais appel à l'un ou à l'autre. Donc, une fois l'illustrateur choisi, il dessine les illustrations et puis derrière, on les met en page. Évidemment, ça évolue et on arrive à un chouette résultat à la fin. On l'a fait tester toujours pour voir si vraiment c'est cohérent avec l'attente des enfants ou des parents. Et alors ça, c'est pour le travail des planches originales parce qu'on a plusieurs collections, une sur laquelle on crée complètement de zéro la planche. Et depuis 1 an, nous avons un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France avec laquelle nous avons développé une nouvelle collection. Et pour cette collection, nous choisissons les thématiques. Je vais sélectionner, avec l'aide de la bibliothèque, des ouvrages qui descendent jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Et donc, ces illustrations issues d'ouvrages sont ensuite mises en scène pour illustrer un contenu qu'on aura choisi avec la bibliothèque. Mais ce sont des planches toujours ? Ce sont toujours des planches. Alors, ce sont quel type de thèmes ? Alors, par exemple, on a développé dès le début le thème des arbres. Il y a une 30aine d'arbres à découvrir et à apprendre grâce à leur feuillage. Les fleurs. Là, c'est une planche qui est magnifique, qui est issue d'ouvrages de Redouté. Redouté était surnommé le Raphaël des fleurs. Du temps de Joséphine de Beauharnais. Elle a beaucoup fait appel à lui pour illustrer son jardin. Et il est connu dans le monde entier. Donc, à chaque fois, et c'est important pour nous, de mettre en avant des artistes, des scientifiques, des botanistes d'une certaine époque et de les remettre au goût du jour en les faisant découvrir aux nouvelles générations. C'est l'approche que nous avons avec la Bibliothèque nationale de France. C'est vraiment de transmettre aux nouvelles générations tout ce beau patrimoine, en le remettant au goût du jour et en créant des réalisations avec eux. Et comment s'était passée cette rencontre ? Alors, c'était sur Maison et Objets. À la fin du salon, j'ai rencontré la directrice des partenariats, des licences, qui nous suivait depuis un certain temps et qui aimait beaucoup les valeurs que l'on portait, notre dynamisme. Et puis, on a eu un espèce de coup de foudre professionnel, toutes les deux. On partage vraiment l'amour du beau savoir. Et immédiatement, 15 jours après, on s'est mis à travailler ensemble sur les premières planches et les premiers projets. Et c'est allé très vite. Oui, c'est un partenariat là, qui continue. C'est un partenariat à long terme avec un travail vraiment constant de création de planches. Là, je crois que nous en sommes à une 20aine de planches. Et ça n'est pas fini parce qu'on va sortir des nouveautés. Et des nouveautés encore différentes de ce que l'on a fait jusqu'à présent avec la BNF. On est très excités. Tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Elles sont parues très récemment. C'est un cabinet de curiosité murale qui fonctionne de deux manières, que l'on peut s'offrir sous forme de coffret. Un beau coffret de 7 planches, issu d'un cabinet de curiosité du XVIIIe siècle, de sciences naturelles. Et ces 7 planches ont des formats très différents qu'on va pouvoir installer sur un mur sous forme d'accumulation. Ah oui, 7 planches en fait. 7 thèmes différents autour du végétal, du minéral, de la mer. Et vraiment, c'est sciences naturelles pour ce premier cabinet de curiosité. Et on a pour ambition, avec la Bibliothèque nationale de France, d'en faire plusieurs. Des choses très différentes. Et là, on a décidé d'avoir ce fil rouge pour glisser toujours vers les sciences naturelles. Mais on a déjà en tête des choses plus originales et un peu plus pointues pour plus tard. Oui, et pour ceux qui voudront aussi créer leur propre collection, sont disponibles des petits formats qui permettent de choisir à l'unité ces planches pour créer son propre cabinet de curiosité. Et on n'en a pas encore parlé, je crois que toutes tes planches tu fais fabriquer tout ça en France. Oui. Pour nous, ça a été une évidence de ne faire que du Made in France. Jusqu'au packaging, tout est réalisé en France. Notre atelier d'art est situé en région parisienne pour limiter au maximum l'empreinte carbone. Le packaging est recyclable et fabriqué également en région parisienne. Et on fait appel, même notre papier de soie est fabriqué dans la Drôme, dans la dernière usine de papier de soie en France, qui est utilisée par les grandes maisons de luxe. Pour nous, c'est très important d'avoir un produit entièrement fabriqué chez nous et le plus proche possible
d'Île-de-France pour limiter au maximum l'empreinte carbone. Dernière question, je crois que tu as un nouveau projet. Ouais, alors là, c'est un projet très différent encore de ce qu'on a fait jusqu'à présent. 1 an après la Bibliothèque nationale de France, on vient de signer un partenariat avec la Réunion des musées nationaux. Et là, on a remarqué avec l'équipe qu'il y a une vraie tendance du portrait ancien dans les intérieurs modernes pour donner plus de cachet, de personnalité. Et donc, on a commencé à travailler avec notre imprimeur d'art, à trouver la bonne matière, les bonnes encres qui pourraient reproduire des œuvres de manière très réaliste. Et après un travail assez long, on a fini par trouver le bon angle. Donc, grâce à ce travail de recherche, on a pu développer un certain nombre de portraits en reproduction d'art, en sélectionnant dans le catalogue de la RMN, donc la Réunion des musées nationaux. Et on est très, très excités de sortir ces portraits. Donc, pour démarrer, on aura 4 portraits. Ce seront des séries ultra limitées. L'objectif, c'est vraiment que chacun ait l'impression d'avoir son œuvre à la maison, unique. Et puis, ensuite, nous sortirons 2 portraits par mois, toujours en série limitée, pour permettre de découvrir des œuvres et des époques et des formats différents. Super. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle. Merci, Hortense. Au revoir. Au revoir. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Un jour, j'ai vu un coussin tout rond, en laine bien épaisse, entouré de gros pompons, et il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je l'ai revu quelques jours plus tard, au bon marché, je crois, avec plein d'autres coussins sur toute une étagère d'objets déco, un peu ethniques, chic. Alors je me suis dit que j'allais creuser. Et aujourd'hui, je suis avec Virginie et Dylan qui ont créé Finca Home, toute une collection qui valorise l'artisanat argentin. Bonjour Virginie, bonjour Dylan. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Donc on va prévenir, on enregistre à distance, hein, on n'est pas ensemble. Vous êtes où ? On est sur Lyon. Alors, comment vous décririez, pour commencer tout simplement, votre marque à quelqu'un qui vous connaît pas ? Qu'est-ce que vous proposez ? Quelle est votre philosophie ? On est une jeune boutique en ligne qui propose des objets du quotidien issus de l'artisanat argentin. Donc, c'est des créations faites à la main et on propose aussi bien des objets de décoration que des accessoires de mode. Voilà. Et donc, dans notre boutique, on essaye de valoriser le savoir-faire des artisans argentins à travers de pièces uniques. Alors, comment vous est venue l'idée de créer Finca ? Pourquoi, par exemple, l'artisanat argentin spécifiquement ? Vous avez un attachement particulier à ce pays ? Pour les origines de Finca, il faut remonter en 2017. À l'époque, je connaissais pas encore Virginie et j'étais dans un travail où je me sentais pas vraiment bien, pas à ma place. Et donc j'ai décidé de tout lâcher, de tout plaquer et de partir donc du coup en voyage. Donc ce voyage, en fait, je voulais me rassurer. Donc je voulais un pays où je puisse parler avec les habitants. Donc je parle pas très bien anglais, donc du coup je me suis porté sur pays hispanophone. Donc j'ai fait un voyage à travers toute l'Amérique du Sud, presque toute. Et ce voyage, ça me servait à découvrir le continent et en même temps trouver une voie pour mon retour en France. Donc dans mes bagages, enfin, j'avais mis des livres sur la permaculture, sur les maisons éco-durables. Enfin, je voulais vraiment trouver un projet qui ait du sens durant ce voyage. Et c'est pour ça que je suis parti là-bas avec cette motivation. Et pendant mon voyage, en fait, j'ai même pas ouvert les livres. J'ai été frappé par tout ce qui touchait l'artisanat d'Amérique du Sud, en particulier au Pérou et en Colombie. Quand je voyais toutes ces femmes qui tissaient la laine de lama, d'alpaga, qui faisaient tout ça à la main, et le temps qu'elles passaient à faire ces produits, ça m'a vraiment plu et j'ai vraiment eu cette idée de faire quelque chose avec cet artisanat. Je savais pas encore quoi, mais vraiment trouver ma voie en fonction de ça. Et pourquoi l'Argentine ? En fait, moi j'avais pas du tout vu l'artisanat argentin durant mon voyage. C'est à mon retour, en fait, j'ai rencontré Virginie et je lui ai parlé de mon projet et elle était complètement emballée. Voilà, on a fait ça à 2, du coup c'est devenu notre projet. Et du coup, elle était pas vraiment fan de tous les produits que j'avais trouvés et elle voulait mettre sa patte, quoi. Donc on a prospecté, on a fait des recherches pendant des mois et des mois le soir à chercher tous les produits qui pourraient nous correspondre et auxquels on était vraiment attachés.
Et finalement, c'est Et sur on a l'Argentine. eu un coup de cœur pour l'Argentine. Et alors, comment vous avez commencé à travailler? C'est un savoir-faire traditionnel. Comment vous avez trouvé je sais pas, les ateliers, les artisans, les personnes qui travaillent avec vous? Alors, on s'est beaucoup renseigné donc sur Internet, où il y a beaucoup de sites quand même qui mettent en avant l'artisanat en Argentine avec les communautés. Et donc après, on a décidé de rechercher ces communautés et d'aller à leur rencontre. Et Dylan est parti pendant 1 mois en Argentine. On avait fait tout un journal de bord et un périple où on savait exactement où était située chaque communauté. On n'avait pas d'adresse exacte, mais on savait à peu près dans quelle région, dans quelle ville. Et donc Dylan est parti à leur rencontre pendant 1 mois. Qu'est-ce que tu appelles une communauté? Un regroupement de personnes qui vivent et qui de leur savoir-faire en fait et qui En fait, c'est les communautés indigènes, c'est les descendants de. Par exemple, on travaille avec la communauté Tchané, la communauté Pilaga, Kola, pas mal de communautés. En fait, c'est les descendants des communautés avant les Incas, en fait. Et donc après, les Incas, ça s'est agrandi et ça a formé toute une partie de l'Amérique du Sud, dont ça regroupait toutes ces petites communautés qui existent encore. Et alors, comment vous travaillez avec eux? Comment vous êtes organisés? Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Comment eux produisent? En fait, on laisse beaucoup de liberté aux artisans. Ils nous proposent des modèles qui travaillent depuis des générations. C'est des savoir-faire qui sont transmis de génération en génération. Et donc, ils ont des designs atypiques, des couleurs. C'est des couleurs naturelles. Ils sont teints avec. Enfin, les produits sont teints avec des graines, des feuilles. des tout est écorces. naturel, c'est fait à la main. Oui. Et oui, donc on essaye de. Ils nous proposent leur design. C'est vraiment des designs traditionnels. Nous, on peut les orienter vers le choix des couleurs, par exemple. Mais Quelques vraiment, motifs. on les laisse libres des motifs traditionnels qu'ils ont l'habitude de faire. Et voilà, c'est cette liberté aussi qui nous plaît dans ce projet, de les laisser libres de s'exprimer comme ils veulent. Après, on choisit vraiment leur création en fonction de nos coups de cœur. Ce qui nous plairait, ce qu'on aurait envie d'avoir chez nous. On sélectionne les produits comme ça. Oui, parce qu'à la fois, c'est très artisanal et eux, ça leur correspond. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que vos collections, ce que vous proposez, c'est exactement dans l'air du temps. C'est canon, c'est très bohème, c'est des couleurs très naturelles, terracotta, beige, quelques motifs. Je pense pas que eux, ils aient dans l'esprit de faire quelque chose de tendance. Mais oui, tant mieux pour nous parce que les couleurs qu'ils proposent, les couleurs naturelles, et les formes assez, les formes rondes des coussins, très organiques, très douces, très chaleureuses, ça correspond à ce qu'on recherche actuellement dans nos intérieurs. Et donc, c'est tant mieux pour nous aussi. On veut des produits qui soient intemporels aussi. C'est des produits c'est des designs, des motifs, des couleurs qui existent depuis des générations. Et tant mieux que ça soit à la mode maintenant, mais il faut que ça dure dans le temps, qu'on puisse changer quelques petites choses et qu'on retrouve toujours ces produits durablement. Après, si on voulait quand même quelque chose qui soit dans l'esprit bohème, on voulait des créations qui fassent voyager et qui ramènent un peu de chaleur, d'authenticité et de soleil dans nos intérieurs. Alors concrètement, vous proposez quel type de produits? C'est vrai que là, on peut les décrire un petit peu plus pour les auditeurs qui sont pas en train de voir vraiment. Il y a de la déco murale, des paniers, des coussins, de la céramique. Quelles sont vos envies de départ, vos objectifs? Alors, au départ, on s'était focalisé sur la décoration. Donc, on a toute une gamme de décoration murale avec des trophées en bois, par exemple, des coussins, des plaids, des tapis. Et on a une autre partie plus axée accessoires de mode avec des sacs, des pochettes et aussi des senteurs, bougies, bouquets de sauge, palo santo. Tout n'est pas forcément fabriqué au même endroit. En fait, on travaille avec différentes communautés et aussi on travaille avec des créateurs qui sont eux basés à Buenos Aires. Donc les communautés, elles sont réparties dans le nord de l'Argentine. On travaille avec 6 communautés différentes et c'est vrai que l'Argentine c'est un très grand pays, mais ça se limite quand même au nord de l'Argentine.
Donc elles sont assez proches et ils utilisent eux des matières comme du palo borracho, c'est du bois qu'ils vont trouver à proximité de leur habitat. Après on a d'autres artisans, les Pilaga, qui utilisent du carandio, c'est une sorte de palmier tressé qu'ils vont trouver également à côté de chez eux. Les Wichi vont utiliser le chaguar, les Kola, la laine de lama, les Kalchaki, la laine de mouton, enfin c'est tout. Ils ont vraiment ces ressources à proximité. Et les couleurs aussi, ils utilisent des teintes, enfin Des teintures naturelles. Des teintures naturelles. Qu'ils créent eux-mêmes à partir de graines, d'écorces, de plantes. Même d'oignons, en fait. Nos coussins ocre, c'est en fait l'épluchure de l'oignon. Ils font bouillir avec la laine et c'est ce qui donne cette couleur ocre. Donc il n'y a aucun produit chimique pour les teintures. Et nos artisans, les créateurs de Buenos Aires, on travaille avec des céramistes, des maîtres ciriers pour les bougies et puis des herboristes pour les bouquets de sauge. Vous y allez souvent ? Alors moi j'y suis allé quand on a lancé le projet, avant de lancer le site internet pour justement rencontrer les artisans avec lesquels on travaille maintenant et faire le tour et ramener quelques produits. Et depuis, on n'a pas pu y retourner. On aurait bien aimé y aller cette année, mais bon, avec le Covid, la Covid actuellement, c'est compliqué. On espère pouvoir y retourner bientôt, en tout cas. Oui, comment s'est passé cette année, même en termes de production de leur côté ? Pour la production, on n'a pas eu beaucoup de soucis. Non, après, c'est vrai que c'était notre année de lancement. On a été plutôt agréablement surpris parce que le premier confinement, il y a eu quand même une effervescence, une ébullition de retours positifs. On s'est beaucoup impliqué sur les réseaux sociaux, par exemple, et ça nous a beaucoup aidé. On a beaucoup été soutenus et non, c'était plutôt une bonne chose. Le bilan est plutôt positif. Oui, sur le lancement de la marque, oui, tout à fait. On est content de ce qu'on propose, des produits qu'on propose, de la qualité qu'on propose et des retours des clients qui nous font ultra plaisir. Est-ce que c'est un peu un acte solidaire quand on achète un produit Finca ou c'est un peu too much de dire ça ? Quand on achète un produit Finca, en fait, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de préserver les savoir-faire ancestraux des artisans. C'est de rémunérer ces personnes à une juste valeur, équitablement. Et c'est de proposer à nos clients des produits de qualité qu'on a choisis, qu'on affectionne. Donc c'est une boucle, en fait. Nous, on est au milieu, on apprécie ce qu'on fait. Les artisans, ils font un travail qui demande des heures et des heures parce que tout est fait à la main. Et on veut bien les rémunérer et on veut que, au final, nos clients soient contents d'acheter un produit chez Finca et qui soutiennent ces artisans en faisant cet achat. Pourquoi ce nom Finca ? Ça veut dire ferme, auberge en espagnol. Et c'est un peu un côté maison de vacances qu'on affectionne particulièrement. Tout l'univers du voyage, des vacances, de la chaleur, de l'authenticité, voilà. Alors je crois que vous allez me dire si je me trompe, vous avez des métiers à côté. Comment vous organisez ? Comment vous trouvez le temps ? C'est c'est une seconde activité en fait ? Oui, c'est assez intense. On a un rythme assez soutenu, donc on a chacun conservé notre travail à côté. Donc et Finca occupe tout le reste du temps, donc le soir, le week-end. Après, on a la chance de faire des métiers qui nous permettent de rester connectés la journée. Donc on reste joignable. Écoute, donc on n'a pas d'enfants, mais Finca, c'est un peu notre bébé. C'est une passion. En même temps, on va pas passer le temps quand on travaille sur Finca parce que ça nous passionne, on en apprend tous les jours et ça nous tient à cœur. Comment vous êtes répartis les rôles ? C'était assez naturel, je dirais. On se complète bien, oui. On est assez complémentaires. Moi, je suis issue d'une formation en design textile et d'art appliqué. Et du coup, je suis passionnée de décoration et de photographie et de graphisme. Donc, je suis plutôt dans la partie site, réseaux sociaux et création de contenu visuel. Et Dylan, lui, il est plutôt dans la logistique, on va dire, l'administratif et les relations avec les fournisseurs aussi, relations clients.
Mais c'est vrai qu'on se complète bien. On a des parcours totalement différents, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut pas faire quelque chose ou qui veut le faire, et ben l'autre c'est tout l'inverse et on se complète super bien là-dessus. Où est-ce qu'on peut trouver les produits Finca ? Actuellement, uniquement sur notre boutique en ligne. On a fait récemment un partenariat donc avec Le Bon Marché. On a eu un corner pendant plusieurs mois. Et on espère pouvoir réitérer ce genre de partenariat dans les mois à venir avec d'autres enseignes peut-être. Voilà, mais en ce moment sur notre boutique en ligne. Bon, super. Eh ben, merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Dylan. Merci Hortense. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.